Alors, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde organisée par l'Institut EDS en collaboration avec le Consul général de France, avec Ouranos, la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie, ainsi que la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, dont je suis la titulaire. Mon nom est Paul Hallé et j'ai le plaisir de présenter, d'animer cette table ronde cet après-midi en remplacement du directeur de l'Institut EDS, dont la voix ne porte pas suffisamment aujourd'hui. La table ronde d'aujourd'hui est consacrée au retour sur la COP 21. Il s'agit d'un sujet très important pour l'Institut EDS, notamment pour les questions de décarbonisation de notre économie, dont l'Institut s'est associé de très près aux dernières COP, c'est celle-ci tout particulièrement. Donc, aujourd'hui, nos conférenciers vont revenir sur cette COP 21, notamment parce qu'ils ont participé, parce qu'ils ont assisté à la conférence des partis qui s'est tenue à Paris. Ils vont nous faire part de leurs observations, de leurs réflexions sur les négociations, de même que sur l'accord de Paris. Dans un premier temps, je vais vous présenter nos conférenciers qui vont successivement venir prendre la parole ici pour 15 minutes. Et pendant la période de questions, ils vont venir s'asseoir ici devant vous. Je leur donnerai la parole avant de donner la parole à la salle. Puis ensuite, il y aura des échanges, des questions avec la salle, de même qu'avec le web, parce qu'il y a des... notre table ronde est filmée et présente sur le web. Donc, dans un premier temps, nous entendrons Géraud Delassus-Saint-Geniez, qui est directeur adjoint de la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie. Monsieur Delassus-Saint-Geniez est également chargé de cours à la faculté de droit de l'Université Laval, où il enseigne notamment le droit des changements climatiques. Ensuite, nous accueillerons Mme Claude Audet-Robitaille, diplômée en études internationales. Mme Audet-Robitaille a occupé le poste de conseillère au changement climatique au sein du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec de 2005 à 2015. Et depuis peu, elle est maintenant coordonnatrice au changement climatique et au développement durable au même ministère. Et c'est à ce titre qu'elle a été étroitement impliquée dans la préparation de la participation du gouvernement du Québec à la COP 21. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Mme Blandine Barrault, qui est économiste de formation. Elle a participé à l'équipe de négociation de la présidence française de la COP 21, où elle était en charge des sujets liés à l'atténuation des émissions, du suivi des relations bilatérales avec certains pays et groupes de pays, et des initiatives du secteur pétrolier et gazier. Dans un quatrième temps, nous accueillerons M. Alain Bourque, bien connu, qui, depuis 2013, est le directeur général du consortium Ouranos, qui est un consortium de recherche appliquée sur le climat régional et l'adaptation au changement climatique. M. Bourque a joint l'organisation lors de sa création en 2001. Météorologue et climatologue de formation, il a été impliqué dans la réalisation de nombreuses synthèses scientifiques sur les changements climatiques et les questions de l'adaptation, et cela tant aux échelles régionales, nationales et internationales. Enfin, mais pas le moindre, notre collègue Guy Debailleul, qui est professeur associé au département d'économie agroalimentaire de l'Université Laval. Excusez-moi, je vais devoir mettre mes lunettes. Agronome de formation, M. Debailleul a enseigné et a réalisé des travaux de recherche dans divers secteurs, notamment sur l'économie des ressources naturelles et de l'environnement, sur l'évolution de la pensée économique, sur les systèmes agricoles et alimentaires, de même que les politiques agricoles et agro-environnementales dans les pays du Nord et du Sud, ainsi que les questions touchant la sécurité alimentaire. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à notre premier intervenant de cette table ronde, Géraud Delassus-Saint-Geniez, pour qu'il vous entretienne
de cette COP, ce retour donc sur cette COP 21 pendant 15 minutes. Je reviendrai pour la période de questions. Je vous remercie. Je suis très heureux d'être ici et de prendre part à cette table ronde pour discuter de cette COP 21, qui aura été un événement très attendu, un événement très suivi, et qui va certainement rester comme un temps fort de la diplomatie climatique. Alors, je crois que beaucoup de ceux qui étaient présents à cette COP 21, notamment le soir du 12 décembre, lorsque l'accord de Paris a été adopté, ont eu le sentiment véritablement de vivre un moment historique. Et je pense que c'est effectivement ce que l'on a vécu, parce que l'adoption de cet accord de Paris marque l'ouverture de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle phase dans l'action de la communauté internationale en faveur du climat. Avec l'adoption de ce texte, les États se sont en effet donné un nouveau cadre juridique pour lutter contre les changements climatiques, qui va s'appliquer à partir de 2020 et au-delà, c'est-à-dire une fois que les engagements actuellement en vigueur arriveront à échéance. Et ce que l'on constate, c'est que ce nouveau cadre juridique, il apporte un certain nombre de changements, un certain nombre d'évolutions au sein de la gouvernance du climat. Alors, pour inaugurer cette table ronde, ce que je vous propose, c'est d'examiner cet accord de Paris, qui en fait prolonge et relance l'action multilatérale dans le domaine du climat, et qui, en même temps, donne à cette action multilatérale une nouvelle direction. Et pour cela, je commencerai simplement dans un premier temps par présenter cet accord de Paris, pour ensuite, dans un second temps, formuler quelques commentaires, quelques observations sur ce texte de l'accord de Paris. Alors, pour ce qui est tout d'abord de la présentation de cet accord de Paris, la première chose à dire, sans doute, c'est que sur le plan formel, ce texte est bien un traité international. Et donc, cet accord de Paris, il va être soumis à un processus de ratification dans les droits nationaux. Et par voie de conséquence, les dispositions de ce texte, elles vont être juridiquement obligatoires pour les États qui vont décider de faire partie de cet accord. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est important de souligner, parce que cette question de la forme juridique, elle n'était pas acquise lorsque l'on a lancé les négociations de l'accord de Paris en 2011, et aussi parce que cet accord de Paris, c'est le premier traité sur le climat que la communauté internationale adopte depuis le protocole de Kyoto, donc depuis 1997, ce qui fait presque 20 ans. Par ailleurs, il faut aussi indiquer que l'accord de Paris, il est accompagné d'une décision de la COP, donc de la conférence des parties, qui vient préciser les modalités de mise en œuvre de plusieurs dispositions de cet accord et qui fixe aussi cette décision une feuille de route pour préparer l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Et d'ailleurs, durant les négociations, savoir ce qui allait être dans l'accord et ce qui allait être dans la décision de la COP, ça constituait un véritable enjeu, parce qu'on sait qu'en droit international, les décisions de la COP, elles ont un statut qui est assez ambigu. Alors, en ce qui concerne maintenant le fond, qu'est-ce qu'on trouve dans cet accord de Paris? Alors, évidemment, je ne peux pas être exhaustif, mais je pense qu'il y a quand même 5 éléments importants que l'on peut évoquer et que l'on peut retenir. Le premier élément, et on en a souvent parlé dans les médias, c'est que cet accord il vise à atteindre un objectif chiffré qui est, et je cite, de limiter l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Le texte engage même les États à aller un peu plus loin en poursuivant l'action pour limiter cette hausse à 1,5 degrés Celsius. L'objectif est énoncé au début du texte, à l'article 2, et puis on trouve ensuite à l'article 4 une description de l'effort collectif que les États vont devoir réaliser pour atteindre cet objectif-là. Alors sur ce point, l'accord nous dit que les États vont devoir parvenir à un plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, et puis ensuite réduire rapidement ces émissions de gaz à effet de serre pour atteindre, au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle, un équilibre entre la quantité de gaz à effet de serre qui va être émise par les activités humaines et puis la quantité de gaz à effet de serre qui va être absorbée par les puits de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour organiser cette riposte mondiale contre les changements climatiques, l'accord de Paris prévoit, et c'est toujours à l'article 4, un système qu'on appelle de contribution déterminée au niveau international. Et ce système, c'est véritablement la pièce maîtresse de tout le dispositif en matière d'atténuation des changements climatiques.
Alors, selon ce système, il est prévu que chaque État communique aux 5 ans une contribution qui est en fait un objectif en matière d'atténuation des changements climatiques qu'il va envisager de réaliser. Et cette contribution, eh bien, à chaque fois qu'elle va être renouvelée, elle devrait être plus ambitieuse que la contribution précédente. Il faut souligner que les contributions qui vont être communiquées par les États, elles ne feront pas formellement partie de l'accord, elles vont simplement être consignées dans un registre public qui sera distinct de cet accord, et par conséquent, les États ne seront pas tenus légalement d'atteindre l'objectif qui est énoncé dans leur contribution. Mais l'accord indique quand même que les États seront tenus de prendre des mesures, et je cite, « en vue de réaliser cet objectif ». Alors, en d'autres termes, eh bien, les États seront obligés de prendre des mesures, donc l'effort va être obligatoire, mais ils ne seront pas obligés d'atteindre la cible qu'ils auront communiquée. Et ce système des contributions déterminées au niveau national, eh bien, il s'applique à toutes les parties à l'accord, sauf qu'il s'applique aussi d'une manière qui est différenciée. Alors, le texte nous dit que les pays développés devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction absolue de leurs émissions. Et les pays en développement, quant à eux, eh bien, ils devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation des changements climatiques, sachant que l'atténuation n'implique pas forcément la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, on a un traitement particulier qui est réservé aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement qui, eux, n'ont pas d'obligation spécifique sur ce point-là. Troisième élément important qui figure dans l'accord de Paris, c'est l'article 9 qui porte sur le financement. Alors, il s'agit d'une question qui a été très débattue à la COP tout au long des négociations jusqu'à la fin, et ça a été un point de blocage entre les États. Pour aider les pays en développement dans leur effort d'atténuation, mais aussi dans leur effort en matière d'adaptation au changement climatique, l'accord de Paris, il prévoit que les pays développés vont devoir fournir des ressources financières aux pays en développement. Cela dit, l'accord invite aussi les pays en développement, et sur une base volontaire, à participer à ce transfert de ressources, donc un transfert sud-sud. Par ailleurs, il faut noter que l'ampleur de ce transfert n'est pas chiffrée, puisque la référence à l'objectif des 100 milliards de dollars par an figure seulement dans la décision de la COP et non dans le texte de l'accord. Alors, c'est vrai que l'article 9 précise quand même que, et je cite, « la mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devra augmenter dans le temps », sauf que l'accord fixe aucun calendrier sur ce point-là. Et si on lit la décision de la COP, eh bien, on comprend que cette réévaluation, cette augmentation de la mobilisation, elle ne devrait sans doute pas avoir lieu avant l'horizon 2025. Quatrième élément qu'il faut évoquer, c'est le système de suivi de la mise en œuvre qui est prévu à l'article 13 de l'accord. Il est baptisé, ce système, cadre de transparence, et en fait, l'objectif, c'est de suivre les progrès qui sont accomplis par chacun des États dans la mise en œuvre de leurs engagements, notamment dans le domaine de l'atténuation et du transfert de ressources. Alors pour cela, eh bien, l'accord prévoit que les États doivent transmettre à échéance régulière des informations qui vont permettre de démontrer qu'ils réalisent des progrès. Et puis, on accorde aux pays en développement une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de ce cadre de transparence, sauf que sur ce point-là, eh bien, on n'a pas de précision dans le texte de l'accord sur cette notion de flexibilité. Ces informations qui vont être communiquées par les États, elles vont faire l'objet d'un examen technique. Et cet examen technique qui va être fait par des experts eh bien, pourra conduire à mettre en évidence, et je cite, des domaines se prêtant à amélioration dans l'action des États. Sauf que l'accord précise bien, il faut le souligner, que ce cadre de transparence, ce n'est pas un système qui est intrusif, ce n'est pas un système qui est punitif, et c'est un système qui devra respecter la souveraineté des États. Alors, au-delà de ce mécanisme de suivi, peut-être un dernier point sur cet élément-là, c'est de dire que l'accord crée également un comité d'experts qui va être chargé de superviser la mise en œuvre des engagements. Et le mandat de ce comité, c'est essentiellement de promouvoir le respect du traité, sauf qu'il s'agit d'un comité qui engagera des procédures de manière non accusatoire et non punitive. Mais là aussi, l'accord, finalement, nous donne assez peu de détails sur le fonctionnement de ce mécanisme. Et puis enfin, dernier élément de l'accord de Paris que je mentionnerai, c'est ce qu'on appelle le bilan périodique et collectif de la mise en œuvre, qui est prévu à l'article 14. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ?
Eh bien, il s'agit en fait ici d'évaluer les progrès qui sont accomplis par l'ensemble des États dans la réalisation des objectifs de l'accord. Et ce bilan périodique, il intervient tous les 5 ans, et la première fois qu'il aura lieu, ça sera en 2023. Donc, au terme de cette brève présentation de l'accord de Paris, je voudrais à présent formuler quelques observations sur cet accord, ce que j'ai vu dedans, et je me limiterai simplement à faire ici 3 commentaires. Alors, mon premier commentaire, ce qu'il me semble, c'est que cet accord de Paris, il vient mettre fin à ce qu'on pourrait dire une grande période d'instabilité dans les négociations climatiques. En fait, cela faisait 10 ans, depuis la conférence de Montréal, que les États s'interrogeaient sur l'avenir de leur coopération et sur la manière peut-être de tourner la page du protocole de Kyoto. Et tout ce processus, eh bien, il a créé beaucoup d'incertitudes sur l'efficacité du cadre onusien en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, dans ce contexte, l'accord de Paris, je pense qu'il envoie un signal politique qui est fort, qui vient replacer le processus onusien au centre de la gouvernance du climat. Alors, il reste quand même à savoir jusqu'à quel point cet accord de Paris va apporter cette stabilité dans la gouvernance qu'on essaye de construire, et ça m'amène à mon deuxième commentaire, qui consiste à dire que peut-être l'une des faiblesses de cet accord de Paris, eh ben, c'est justement qu'il n'est pas suffisamment opérationnel immédiatement. Ce que je veux dire par là, c'est que les États doivent encore négocier, et ça va être fait dans des décisions ultérieures de la COP, un grand nombre de dispositions de l'accord afin que celles-ci puissent être mises en œuvre. Et ces négociations, elles vont porter sur des questions fondamentales, et donc, à mon avis, il y a un véritable risque de blocage à l'avenir dans les négociations climatiques. Alors, quoi qu'il en soit, et ce sera mon troisième commentaire, je pense quand même que cet accord de Paris, eh bien, il est porteur d'un certain nombre d'innovations qui donne une nouvelle orientation au droit international des changements climatiques. Et je donnerai ici 3 exemples. D'abord, on constate que le préambule de l'accord, il introduit de nouveaux concepts dans ce droit international des changements climatiques. Je pense par exemple au concept de justice climatique, ou alors l'idée que les politiques de lutte contre les changements climatiques, elles peuvent aussi, elles devraient être un instrument de promotion des droits sociaux, des droits de la personne et des droits des minorités. Donc, évidemment, il est difficile de dire à très court terme quelles vont être les retombées de la présence de ces références dans le préambule, mais quand même, le fait qu'elles soient, ces références, dans le préambule, ça démontre quand même que l'accord de Paris, il prend acte d'un certain nombre d'évolutions qui se sont passées à la périphérie du cadre onusien ces dernières années dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Alors, deuxième exemple d'innovation, il réside dans la manière dont les États ont fait application du principe des responsabilités communes mais différenciées. Ici, on voit qu'il y a une évolution manifeste dans l'accord, puisque ce principe, il s'applique maintenant eu égard aux contextes nationaux différents. Alors, cette évolution, elle est importante parce qu'elle a ouvert la voie à une différenciation qui est plus subtile, à une différenciation qui est plus équilibrée. On est sorti de la logique du protocole qui était celle du protocole de Kyoto, qui était une logique du tout ou rien, qui était de dire tous les engagements pour les pays développés, aucun engagement pour les pays en développement. Et finalement, eh bien, ça a permis d'avoir un cadre juridique qui est aujourd'hui beaucoup plus inclusif. Dernier élément, enfin, bien, si l'accord de Paris innove, je pense que c'est aussi par ce qu'on pourrait appeler son économie générale et son approche en matière de lutte contre les changements climatiques, parce que ce texte, en fait, il mise non plus sur des obligations substantielles pour lutter contre les changements climatiques, mais il mise plutôt sur un ensemble d'obligations que l'on pourrait qualifier de procédurales, comme communiquer une cible d'atténuation des changements climatiques, rehausser cette cible tous les 5 ans, transmettre des informations sur la mise en œuvre ou encore réaliser un bilan périodique de l'action collective. Alors certes, il n'y a pas de mécanisme de sanction, c'est vrai, mais en même temps, avec toutes ces obligations procédurales, on a quand même le sentiment que ça va être extrêmement difficile à l'avenir pour les États de ne rien faire en matière de lutte contre les changements climatiques ou de ne pas rehausser leurs cibles dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Cela dit, il y a quand même un point sur lequel l'accord de Paris n'innove pas, et moi c'est un point que je regrette, c'est la question du traitement qui est réservé aux aspects énergétiques. À l'image de la Convention sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, eh bien, cet accord de Paris n'aborde pas suffisamment, à mon avis, les enjeux énergétiques qui sont pourtant au cœur de la problématique climatique.
le texte ne parle pas, ou alors parle trop peu, d'énergie fossile, d'accès à l'énergie, d'énergie renouvelable, ou encore de tarification du carbone. Et je pense que l'accord de Paris, en fait, vient ici confirmer quelque chose que l'on savait déjà, c'est que ce droit international des changements climatiques, ce n'est pas un droit de la transition énergétique, parce qu'il est trop déconnecté de ces questions énergétiques. Alors, pour conclure sur cet accord de Paris, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, première chose à dire, peut-être, c'est de reconnaître que l'adoption de ce texte, c'est incontestablement un succès, qui donne un nouvel élan et de nouvelles bases à la coopération multilatérale. Et à mon avis, de cela, on ne peut que se réjouir. Alors, cela dit, il y a aussi de nombreux détails qui restent encore à clarifier. Et les négociations qui vont venir dans les prochains mois et dans les prochaines années sont, à mon avis, vont être aussi déterminantes que celles qui ont eu lieu en décembre à Paris. Donc l'adoption de cet accord de Paris, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est bien un nouveau point de départ qui établit un cadre de coopération plus souple et dont l'efficacité va ultimement dépendre du niveau d'effort que les États seront individuellement prêts à réaliser. Autrement dit, et ça sera ma dernière phrase, si à Paris nous avons remporté une bataille importante dans la lutte contre les changements climatiques, je crois qu'il est évident que nous n'avons pas encore gagné la guerre. Je vous remercie. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup à l'Institut EDS d'organiser cette conférence qui nous permet de revenir sur la CDP 21 ou la COP 21, qui était un événement majeur pour le gouvernement du Québec pendant l'année 2015. Comme en témoigne d'ailleurs la présence du ministre du Développement durable, de la lutte contre les changements climatiques, M. David Hurtel, pendant presque les 2 semaines de l'événement, et la participation du premier ministre Couillard aussi à la journée d'ouverture de la conférence et par la suite à une grande partie de la 2e semaine de l'événement. Alors, mon intervention aujourd'hui va porter essentiellement sur les objectifs de la participation du gouvernement du Québec à la CDP 21. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est important pour un État fédéré comme le Québec, qui n'a pas nécessairement un rôle formel dans les négociations, d'être là? Quels sont les principaux messages qui sont véhiculés? Avant de discuter de ça, j'aimerais juste faire un petit élément de contexte pour souligner, en fait, que indépendamment des gouvernements qui se sont succédés dans les 15 dernières années, l'enjeu de la lutte contre les changements climatiques au Québec a toujours été prioritaire. Donc, ça a permis quand même une certaine constance dans les actions, dans les mesures adoptées, mises en œuvre au Québec, et aussi l'adoption de différents plans d'action et de cibles relativement ambitieuses de réduction des émissions de GES. Également, l'action internationale du gouvernement du Québec sur les questions climatiques n'a pas commencé quelques mois avant la COP 21. C'est bien au contraire. En fait, le gouvernement du Québec s'est déclaré lié à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques dès 1992 par décret. C'est déclaré lié par décret. Et ensuite a fait un suivi des négociations à l'intérieur de la délégation canadienne, notamment depuis ce temps-là, et au fil du temps, a développé différents partenariats internationaux, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est un peu ce contexte-là qui a fait en sorte que, bien en amont de la conférence de Paris, le gouvernement du Québec s'est fixé 3 grands objectifs. Bien sûr, il y a l'objectif que tout le monde partageait d'en arriver à un accord global, ambitieux, qui soit adopté par tous. Mais au-delà de ça, on nourrissait certains objectifs spécifiques que je vais vous présenter. Alors, premier objectif, c'était de s'assurer de la mise en valeur du rôle des États fédérés et des régions dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, les gouvernements infranationaux, donc le palier gouvernemental sous les gouvernements centraux nationaux, ont des compétences qui varient, mais ont des compétences certaines en matière de lutte contre les changements climatiques. Ça fait plusieurs années que le gouvernement du Québec travaille avec différents partenaires pour que le rôle, les actions des gouvernements infranationaux soient mis de l'avant dans les processus internationaux afin notamment d'encourager l'action de ce niveau de gouvernance-là qui peut absolument faire une différence aussi au final en matière d'effort global
à fournir pour la lutte contre le changement climatique. Donc, comme je disais, ça fait plusieurs années que l'on travaille dans ce sens-là. Et l'accord de Paris qui a été adopté, effectivement, donne une reconnaissance politique aux gouvernements infranationaux. Il y a un paragraphe préambulaire qui mentionne notamment l'importance de l'action de l'ensemble des niveaux de gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques. Et à différentes reprises aussi dans le texte de l'accord et de la décision afférente, on fait aussi référence à certains domaines spécifiques d'action pour les gouvernements infranationaux. Il faut aussi dire que cette reconnaissance-là dans le texte, dans l'accord de Paris, est sûrement pas étrangère aux efforts qui ont été fournis par le gouvernement français pour que, justement, les actions des acteurs comme les États fédérés, les régions, mais aussi les acteurs non étatiques soient véritablement part de l'accord de Paris, mais aussi de la conférence en tant que telle. Donc, il y a eu la mise en place du plan d'action Paris-Lima par le gouvernement français et le gouvernement péruvien aussi qui assurait la présidence de la COP précédente, qui a vraiment créé cette mobilisation-là. À travers la COP, en fait, il y a eu l'organisation de 12 journées thématiques qui mettaient en valeur les idées novatrices, les actions de ces différents acteurs-là. Donc, c'était vraiment inséré au programme officiel de l'événement. C'était une première dans les négociations climatiques internationales. Donc, et il y a eu notamment justement une demi-journée consacrée aux gouvernements infranationaux et aux gouvernements locaux. Donc, l'objectif suivant, c'était de soutenir le développement des mécanismes de marché du carbone. Vous en avez entendu peut-être parler. Le Québec a mis en place un marché du carbone qui l'a lié avec celui de la Californie en 2013. Plus récemment, en avril 2015, l'Ontario a annoncé son intention aussi de se joindre au marché du carbone de la Western Climate Initiative. Et à Paris, le Manitoba a également annoncé sa volonté de rejoindre ultérieurement ce marché-là. Donc, c'est un outil qui est quand même primordial pour le Québec pour atteindre ses cibles de réduction de GES. Et donc, ça fait aussi plusieurs années que le gouvernement travaillait en concertation avec différents partenaires et avec le gouvernement fédéral canadien aussi pour que l'accord de Paris permette d'encourager le développement de ces mécanismes de marché à l'échelle internationale. Donc, à nouveau, dans l'accord, on retrouve des mentions qui sont assez intéressantes à ce sujet-là. Notamment, l'accord de Paris donne un mandat aux parties pour établir des règles au sujet des mécanismes de marché qui vont permettre d'encourager l'échange international de droits d'émission et d'éviter le double comptage, la double comptabilisation de ces droits d'émission, de ces réductions finalement. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est un début. En fait, Géraud le mentionnait, il y a beaucoup de choses dans l'accord qui demeurent à développer au cours des prochaines années. Ceci en fait partie. Donc, il y a aussi eu beaucoup de mobilisation, en fait, au cours des dernières années, je dirais, des coalitions internationales qui sont développées en faveur de la tarification carbone. Et justement, lors de la conférence des parties de Paris, il y a eu le lancement notamment d'une initiative de la Banque mondiale qui est la Carbon Pricing Leadership Coalition. Donc, c'est vraiment une coalition globale de gouvernements, d'acteurs de la société civile, d'entreprises qui veulent collaborer ensemble pour le développement de politiques publiques favorables à la tarification carbone. Donc, Troisième objectif, c'était vraiment l'appui à la mobilisation de la francophonie. Le Québec est membre de l'OIF, le gouvernement membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'était très important pour nous de travailler en amont pour permettre justement faciliter les échanges sur les enjeux qui devaient se retrouver dans l'accord, mais également favoriser le renforcement des capacités des pays membres de la francophonie. Donc, on a contribué notamment par l'envoi d'experts à des ateliers régionaux qui ont eu lieu dans différents lieux pour l'élaboration des contributions prévues déterminées au niveau national. Donc, le plan d'action, finalement, ou les cibles des pays qui ont été présentés juste avant la conférence des parties.
Et bien sûr, sur place, il y a eu participation aux différentes activités organisées par l'OIF et l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est comme le bras opérateur de l'OIF pour les enjeux d'environnement, de développement durable. Et enfin, il y a eu une annonce assez importante de mesures de coopération climatique internationale qui visent en premier lieu les pays les plus vulnérables, les pays francophones les plus vulnérables. Donc, ce sont de nouvelles mesures qui se déclinent en 3 temps, en fait, dont la mise en œuvre va commencer cette année jusqu'en 2020. La première mesure, c'est un appel à projet qui va être développé pour favoriser le renforcement des capacités, transfert technologique dans ces pays-là. Donc, on en est au tout début de la réflexion. Ça a été annoncé en décembre et on travaille à faire en sorte que les premiers appels à projets puissent paraître au cours de l'année, idéalement avant juin. Donc, ce sera ouvert aux experts québécois, donc tant les milieux institutionnels, académiques, que les organisations de coopération internationale. Et je vous inviterai à garder un œil ici pour les universitaires sur ces appels à projets. Donc, et la deuxième mesure qui a été annoncée, c'est une contribution au Fonds pour les pays les moins avancés du Fonds pour l'environnement mondial, qui est le principal organe financier jusqu'à présent, la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, c'est une contribution de 6 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme, mais qui a fait quand même un certain bruit, si je peux dire, parce que c'était la première fois qu'un gouvernement qui n'était pas un gouvernement national faisait une contribution à un fonds multilatéral au Fonds mondial pour l'environnement. Donc, ça a été extrêmement bien reçu et on espère que ça pourra ouvrir la voie à des gestes similaires de la part d'autres gouvernements, d'autres États fédérés et régions. Enfin, la dernière mesure, c'est une mesure qui vise à encourager les actions jeunesse auprès, justement, des actions climatiques, bien sûr, jeunesse, auprès des pays visés, les pays francophones les plus vulnérables, ainsi que des actions spécifiques qui vont être développées avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Donc, principaux constats, bien sûr, je crois qu'on peut dire que les objectifs que s'était fixé le gouvernement ont été atteints, mais comme Géraud le mentionnait, l'accord de Paris est un excellent début, mais il reste beaucoup d'éléments qui devront être précisés dans les prochaines années. Le défi est encore grand. Il faut pas nécessairement dire que c'est une fin en soi. C'est vraiment le début d'un processus à long terme. Donc, et au niveau vraiment international pour le Québec, les priorités de la prochaine année ou des 2 prochaines années, du moins, vont être justement la mise en œuvre de ces mesures de coopération climatique qui permettent d'ailleurs de démontrer le rôle des États fédérés et régions dans la lutte contre le changement climatique très clairement. Donc, le lien entre le niveau plus local et international se fait d'une nouvelle façon, ce nouveau plan d'action du gouvernement. Et l'autre priorité sera l'élargissement du marché du carbone à la WCI, donc de nouveaux partenaires, voir comment les systèmes s'arrimeront et peut-être aller voir s'il n'y a pas également un intérêt de la part de d'autres États américains, notamment pour la tarification carbone, pour les mécanismes de marché du carbone. Donc voilà pour moi. Merci. Bonjour, et d'abord un mot de remerciement aux organisateurs de la conférence pour cette invitation aujourd'hui. J'en suis d'autant plus honorée après ces 2 premières interventions d'une très grande qualité. En ce qui me concerne, je vais vous faire une présentation peut-être plus institutionnelle qui va plus porter sur la vision de la présidence française de la COP21. Je vais d'abord revenir sur le contexte d'organisation de la COP, puis la stratégie de préparation déployée par la présidence française, avant de revenir sur quelques éléments fondamentaux pour comprendre la portée de l'accord, même si beaucoup a déjà été dit à ce stade, et puis un petit focus sur les prochaines étapes.
Donc on avait en 2015 un double contexte qui allait en faveur de la lutte contre le changement climatique. D'abord un engagement assez inédit de la société civile et des leaders politiques qui s'est illustré en premier lieu à travers les 180 contributions nationales présentées par les pays, ce qui est encore une fois quelque chose d'assez inédit, c'est ces programmes de lutte et d'adaptation vis-à-vis du changement climatique. Et puis les médias se sont fait l'écho de grands rassemblements tels que les marches pour le climat qui sont déroulées dans plusieurs villes, même si malheureusement ça n'a pas pu être le cas à Paris du fait d'un contexte un peu particulier, vous le savez. Mais bon, tout ça a été autant de signaux d'engagement. Et puis par ailleurs, l'urgence climatique a été une fois de plus révélée à travers les relevés de température, puisque 2015 a dépassé le record jusqu'ici enregistré en 2016 d'année la plus chaude depuis les débuts de l'ère industrielle, depuis 1880. Donc l'enjeu véritable pour la présidence française, ça a été de transformer cette dynamique pour arriver à l'accord universel dont le mandat de Durban, le mandat de la conférence de Durban, avait chargé la présidence de la COP21 en 2011. Sur les choix stratégiques de la présidence française et les moyens que la présidence a déployés, je voudrais revenir sur 4 leviers véritablement fondamentaux. Le premier d'entre eux, ça a été la mobilisation du réseau diplomatique français, qui a eu à charge de porter un dialogue avec tous les pays et les entités subnationales, ainsi que d'autres acteurs de la société civile. Je pense notamment aux entreprises, aux ONG, tous ces acteurs qui sont des acteurs de premier plan et qui ont été des acteurs de premier plan de la réussite de la COP aux côtés des États. Le deuxième choix stratégique fait par la présidence française, et je dois dire en cohérence avec la tradition en la matière, puisqu'une présidence de COP succède l'autre, ça a été le choix de travailler de manière très très proche avec la présidence péruvienne de la COP 20. Donc nous avons organisé plusieurs consultations informelles, notamment au niveau ministre, pour aller le plus loin possible des compromis politiques qui étaient atteignables avant la COP. Certains de ces compromis ont été formalisés à l'occasion de déclarations bilatérales. Notamment, il y a une déclaration franco-chinoise qui porte en germe pas mal d'éléments que vous pouvez retrouver dans le résultat de Paris. Le troisième choix stratégique, et je ne m'étendrai pas outre mesure puisque les intervenants précédents l'ont déjà largement évoqué, mais c'est vrai que l'implication des acteurs non étatiques, que les présidences françaises, péruviennes, le secrétariat général des Nations Unies, ainsi que le secrétariat de la Convention climat ont choisi de structurer par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé le plan d'action Lima-Paris. Ça a été un élément déterminant de la mobilisation et de la réussite de la COP, puisqu'on avait à cœur non seulement de signer ce contrat entre États, mais également d'avoir une véritable mobilisation de l'économie réelle en suscitant les engagements et les initiatives concrètes des entreprises, des autorités subnationales, donc villes, régions, territoires et provinces, des ONG, aux côtés des États. Enfin, vous avez sans doute vu les retombées médiatiques de la journée du 30 novembre, qui était la journée de lancement de la COP. La présidence française a choisi, contrairement à la pratique dans d'autres COP, d'inviter dès le premier jour de la conférence les chefs d'État et de gouvernement pour donner une impulsion politique et en quelque sorte maintenir la pression sur les négociateurs. Un petit point sur le déroulement de la COP. Donc là, vous avez en résumé un petit peu la manière dont tout ça s'est organisé. Avant de revenir brièvement sur les discussions et la structuration des discussions,
J'aimerais d'abord vous rappeler qu'on on ne vient pas de nulle part, bien évidemment. C'est un processus qui a été amorcé en 92 et uniquement au cours de l'année 2015, donc l'année où la présidence de la COP avait pour but d'obtenir un résultat, a été mandatée pour ce résultat. Il y a eu 4 sessions de négociations officielles organisées par le secrétaire de la Convention climat. 4 sessions, ça veut dire en fait 5 semaines de négociations à temps plein. Pour vous rappeler aussi un petit peu d'où on vient, le résultat de Paris, décision et accord, tel qu'on l'a aujourd'hui, il fait 36 pages. Il a fallu un effort assez conséquent des négociateurs pour arriver à ce résultat, puisque le premier texte qu'on a mis sur la table, le premier texte de négociation officielle, on l'a eu à Genève en février et il faisait 90 pages dans sa version anglaise. Donc il y a vraiment un travail de longue haleine qui a été entrepris. Pour en revenir de manière plus prosaïque sur la manière dont la COP s'est organisée, vous voyez ici qu'on avait en fait 3 plans de dialogue et d'événements parallèles. Le premier, c'était bien évidemment celui de la négociation de l'accord et des décisions. D'abord sous le format de la plateforme de Durban, qui était sous l'autorité de 2 coprésidents élus par les partis. Et puis ensuite, au cours de la 2e semaine et jusqu'à l'adoption du texte le samedi 12 décembre, la présidence française était en responsabilité. Parallèlement à ça, le processus du plan d'action Lima-Paris, avec des journées thématiques consacrées aux engagements et aux initiatives des acteurs non étatiques, s'est déroulé avec en point d'orgue le 5 décembre un Action Day qui a permis de mettre en valeur de manière assez, j'allais dire, brutale, enfin en tout cas très manifeste, ces initiatives, ces engagements, ces efforts, encore une fois, des acteurs de l'économie réelle. Et puis parallèlement à ça, et conformément à la tradition des COP, il y avait un certain nombre de side events organisés par des scientifiques, des ONG, encore une fois des réseaux subnationaux, qui avaient aussi un certain nombre de temps forts et qui sont de ces événements qui font vivre la COP et qui lui donnent une existence, encore une fois, un peu plus réelle que les discussions très techniques entre négociateurs. Je vais passer assez vite sur les résultats de Paris, puisque, encore une fois, beaucoup a été dit. J'aimerais simplement revenir peut-être un petit peu sur la nomenclature de ce résultat. Comme je l'ai déjà dit, il y a donc un accord, ainsi que des décisions de COP. J'aimerais simplement ici faire un petit point pour rappeler que les décisions sont le résultat des travaux adoptés par l'organe suprême qui fait vivre la Convention climat, qui est donc la conférence des parties, la COP. Et donc ces décisions ont une importance fondamentale. L'accord, dans sa forme actuelle, est annexé à une décision de COP. Donc sans décision de COP, pas d'existence de l'accord. Donc ce qui est le package de Paris, c'est véritablement les décisions et l'accord. Et les éléments qui appartiennent aux décisions ont également une importance fondamentale. Donc il a déjà été dit que l'une des avancées fondamentales de l'accord, ça a été, au-delà du rappel de l'objectif de 2 degrés qui avait été entériné à Cancun en 2010, on reconnaît à présent l'importance de l'objectif de rester sous une élévation des températures moyennes mondiales de 1,5 degré, qui est une borne très importante pour les pays vulnérables, et je pense notamment aux États insulaires. L'accord traduit également ces objectifs en une trajectoire mondiale d'émissions. Je ne reviendrai pas sur ce point qui a déjà été développé, mais qui est également une avancée importante. Et puis, donc, comme il a déjà été dit, l'accord englobe un système de contribution nationale que tous les pays s'engagent à soumettre. Et l'accord, sa grande force, c'est d'instaurer un mécanisme dynamique pour tendre progressivement vers la trajectoire mondiale qu'on a déjà évoquée, donc neutralité des émissions de gaz à effet de serre en fin de siècle, objectif d'adaptation, etc. Ce dynamisme, c'est vraiment le fondement de l'accord
Et c'est ce qui fait aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, que en fait, l'accord n'est que le point de départ. Et qu'à présent, il faut vraiment faire vivre cette dynamique pour espérer atteindre nos objectifs. Donc, vous l'avez compris, ce mécanisme fonctionnera sur la base de bilans globaux qui vont s'intéresser non seulement aux émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également à l'adaptation et aux moyens de mise en œuvre, donc au soutien financier, technologique et à la construction de capacités. Donc le premier bilan formellement aura lieu en 2023, mais un préfigurateur de ce bilan, qu'on appelle dans l'accord, dans les décisions, un dialogue facilitateur, aura lieu en 2018. Donc ce sera une sorte de répétition générale fortement utile. Je ne reviendrai pas sur le cadre renforcé de transparence, qui est également une des clés de la réussite de la coopération internationale, parce que beaucoup a été dit sur le sujet. Et puis là, je vais passer très rapidement, puisque c'est simplement pour vous figurer un peu les deux étapes d'ores et déjà fixées dans l'accord. Encore une fois, la négociation n'a pas été facile, mais on a borné un certain nombre de passages obligés, et donc tout ne commence pas en 2020. La clé du compromis, je pense que vous l'avez compris, c'est aussi le fait que chaque pays ait retrouvé un intérêt à l'accord, dans l'accord. Donc je vais juste ici revenir un petit peu sur le sujet financier qui a été, au cours de certaines négociations, un petit peu le nerf de la guerre. Donc concernant ce sujet, l'accord réaffirme l'obligation fondamentale des pays développés de soutenir les pays en développement, qui est une obligation de la Convention. Mais il encourage également un soutien volontaire de la part des autres parties, ouvrant la voie éventuellement à un élargissement de la base des donateurs au Fonds climat vert, par exemple. Et puis par ailleurs, l'objectif des 100 milliards qui avait été décidé à Cancun en 2010 devient, avec l'accord de Paris, une base à partir de laquelle on va élargir une cible collective financière plus ambitieuse. Concernant le plan d'action Lima-Paris, dont la province du Québec a été un acteur de premier plan, par ses engagements au sein d'initiatives ou par ses objectifs internes. Donc là aussi, il s'agit d'un démarrage complètement réussi, même si, encore une fois, tout n'est pas fait, même si les initiatives devront se dérouler et atteindre leur objectif dans les années à venir. Donc là, vous avez 3 exemples de mobilisation d'acteurs qui ont des impacts financiers, qui ont des impacts technologiques et donc au final des réalisations en termes d'adaptation et d'atténuation assez concrètes. L'accord de Paris reconnaît et encourage les actions des acteurs non étatiques, qu'ils soient publics ou privés, ça a déjà été dit, mais c'est une avancée assez fondamentale dans le cadre de coopération dans lequel on évolue. Bon, là on va passer vite. Effectivement, le succès de l'accord a été, en tout cas plusieurs leaders politiques ont exprimé leur satisfaction. C'est pour la présidence française, qui reste encore en responsabilité jusqu'à la prochaine COP à Marrakech, quelque chose d'important, parce que comme je l'ai dit au début, la mobilisation politique a été l'une des clés du succès à Paris. Et donc ces motifs de satisfaction, ces expressions de satisfaction montrent que l'accord est vraiment le fruit d'une construction collective, que tous les États le reconnaissent, et donc ça augure très bien pour sa mise en œuvre effective. Je vais terminer sur les chantiers prioritaires de la présidence française, qui restent donc, comme je l'ai dit, en responsabilité. L'année 2016 est pour nous aussi importante que l'année 2015. L'année 2015 a été l'année d'une mobilisation, elle a été l'année d'une réalisation écrite, d'un engagement des acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Et maintenant, il faut s'attacher à mettre véritablement en œuvre les engagements, les principes et les dates butoirs qu'on a inscrites dans l'accord. Vous avez ici, en très synthétique, un déroulement de l'année 2016, sur lequel je serais heureuse de revenir si certains d'entre vous ont des questions. Mais l'illustration, ça illustre de manière assez forte le fait que la négociation climatique continue
Et donc, les décisions qui seront prises à Marrakech seront fondamentales pour mettre en œuvre le nouveau régime de coopération, en tout cas le régime de coopération de Paris. Et je vous remercie de votre attention. Contrairement à mon habitude, je n'aurai pas de transparent sur PowerPoint. Et je vais plutôt partager la perspective à titre de directeur général d'Ouranos, mais aussi une perspective assez personnelle sur non pas l'accord de Paris en soi, mais plutôt la COP, et je dirais même l'avant-COP, pendant COP et après COP. Pour nous, en tout cas, à Ouranos, ça a été un enjeu, un dossier extrêmement important. Et donc, je dis que ça va être aussi une perspective personnelle parce qu'Ouranos a pris l'habitude, de par notre mandat, de développer de la science autour de l'évolution du climat, beaucoup d'études biophysiques pour tenter de quantifier les enjeux, etc. Et aussi de travailler en réseau avec nos partenaires, dont l'Université Laval, d'autres collaborateurs, à développer le volet adaptation. Ça fait en sorte qu'Ouranos, historiquement, et même pendant toute l'activité médiatique qui s'est déroulée au cours des derniers mois, on a eu tendance à ne pas prendre position. Donc, notre objectif était vraiment de tenter de fournir l'information assez factuelle et de ne pas, certains nous diraient, de se colorer dans un coin ou dans un autre, pour plutôt simplement contribuer de cette façon-là. Donc, je ne pouvais pas quand même m'empêcher de dire certaines de mes opinions personnelles, donc je vais le faire dans une certaine mesure ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, Ouranos a à la fois une capacité interne à faire de la R&D en sciences du climat et aussi à avancer sur le dossier de l'adaptation, particulièrement pour les communautés au Québec, pour les utilisateurs québécois, des gens qui ont à gérer les risques climatiques ou même dans certains cas, peut-être quelques petites opportunités. Et donc, on a bien compris très tôt en 2015, en fait, que la COP était pour devenir un enjeu, même si je peux dire, une opportunité de communication de la science des changements climatiques, des enjeux climatiques et même des solutions autour de l'adaptation, mieux expliquer qu'est-ce que c'était l'adaptation en 2015, puis probablement en 2016. Donc, c'est dans ce contexte-là que mes observations sont structurées autour de 3 volets, donc avant la COP, pendant la COP et après la COP. Donc, si je peux débuter avec avant la COP. Alors, donc, dès le printemps 2015, plusieurs de nos membres se sont mis à nous poser des questions, à savoir qu'est-ce que représente la COP, quels sont les enjeux climatiques, etc. Donc, ça nous a donné, même nous, une opportunité d'aller rencontrer différents regroupements, différents groupes, différentes organisations à différents paliers décisionnels. Alors, parfois, ça pouvait aller d'un maire jusqu'à un gestionnaire, jusqu'à des praticiens terrain. On a fait plusieurs activités en lien avec le monde universitaire, etc. Et donc, on a rapidement réalisé que ça donnait une opportunité vraiment assez sympathique pour communiquer la science des changements climatiques, leurs impacts, particulièrement au Québec. Et en fait, on a réalisé assez vite qu'il y avait quand même pas mal de chemin à faire pour... en termes de communication de la science. On a pu d'ailleurs réaliser concrètement en faisant des entrevues que les gens s'inquiétaient beaucoup des changements climatiques, surtout à cause des impacts qu'ils avaient entendu parler ailleurs, au Bangladesh ou dans d'autres endroits du monde, etc. Et donc, il a fallu rappeler que tout ça se produisait aussi au Québec, souvent très près de chez eux, et les gens n'étaient pas nécessairement informés de tout ça. Naturellement aussi, pour nous, ce qui était important, et je pense que ce qui est important même pour la société en général, c'est de bien réaliser que, oui, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il faudra aussi s'adapter au changement climatique. Donc, il y a encore cette impression que la réduction des émissions de gaz à effet de serre a le potentiel de régler tous les problèmes et qu'on n'aura pas besoin d'adaptation au changement climatique. Et en tout cas, mon impression, c'est que toute cette discussion-là, notamment, je vais y revenir, avec le seuil du 1,5 degrés Celsius versus le 2 versus le 3, va permettre de mieux comprendre la façon d'attaquer la question des changements climatiques, c'est-à-dire à la fois au travers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour éviter les pires scénarios, mais aussi se rappeler de plus en plus qu'on devra s'adapter à une certaine partie des changements climatiques et il ne faut pas non plus se créer trop d'illusions à savoir si la réduction des émissions de gaz à effet de serre va régler absolument tous les problèmes. L'autre observation, et ça pour moi, selon moi, c'est clé. Alors, j'aurais été bien intéressé de voir comment la COP se serait conclue si on n'avait pas eu un climat aussi participatif que ça. Donc, la météo en 2015 a été tout simplement
parfaite. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a organisé ça avec la France pour pouvoir avoir ça. Donc, vraiment, en 2015, c'était une année exceptionnelle. Je pense qu'il y a 10 des 12 mois de 2015 qui sont des records depuis 1880. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux dans la région de Montréal, il y a à peu près un an, juste avant la COP, il y avait beaucoup de sceptiques qui affichaient des beaux panneaux sur le bord de l'autoroute pour dire que les changements climatiques, c'était le solaire, c'était pas le CO2 qui provoquait les problèmes. Naturellement, les automobilistes passaient avec des températures de moins 25, moins 30 degrés Celsius et étaient probablement portés à croire davantage ce message-ci. Alors que vous aurez probablement remarqué qu'avant la COP, particulièrement au Québec ici, les sceptiques ont été particulièrement discrets. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont été réellement discrets ou si c'est parce que les médias ont décidé de leur donner peut-être un petit peu moins d'attention, question de crédibilité devant tout ce qui se passait au niveau des températures. Alors, moi, je dois avouer que je fais quand même régulièrement des communications sur la science des changements climatiques. C'est clair que quand tu as une saison anormalement douce, ça a tendance à faciliter drôlement la gestion des questions qui viennent lors d'une interview. Alors, l'autre point que j'ai trouvé particulièrement remarquable avant la COP, c'est vraiment ce qui s'est passé au Canada aussi. Et donc, j'ai eu l'opportunité notamment de co-présenter avec un collègue fonctionnaire d'Environnement Canada, d'aller présenter au premier ministre Trudeau, nouvellement élu, à son cabinet en entier. Donc, tous les ministres étaient là et tous les premiers ministres étaient là pour une première rencontre fédérale-provinciale depuis, je ne sais pas, 10 ans peut-être, 5 ou 10 ans. Alors, je vais vous avouer que dans la salle, l'état d'esprit des gens ou l'ambiance, l'atmosphère était vraiment unique. Là. En gros, c'était la science est de retour et les changements climatiques, les solutions en mode collaboratif. On avait vraiment l'impression que les gens voulaient travailler ensemble. Alors, c'était vraiment un moment, donc le 23 novembre à Ottawa, personnellement, je vais m'en souvenir bien longtemps. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au pauvre premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, qui est un petit peu tout seul dans son coin à dire oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose face au changement climatique, mais il faut faire attention aux impacts économiques. Donc, on voyait, et puis ça, c'est un point que peut-être que je peux soulever, c'est une tendance qu'on voit depuis les 2-3 dernières années, c'est que je pense qu'il y a un certain recyclage des sceptiques qui sont toujours présents, mais qui changent un tout petit peu leur formulation ou leur moyen d'intervention et qui sont d'un petit peu plus donc dans le peser, le pour et le contre, plutôt que de dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Donc, on voit bien beaucoup de pétrolières, beaucoup de compagnies qui, de nos jours, qui reconnaissent qu'il faut faire quelque chose, mais lorsqu'ils décrivent par la suite ce qu'il faut faire, ce sont souvent des trucs assez compliqués qu'on a de la misère à imaginer qui vont se produire au cours des prochaines décennies nécessairement facilement. Donc, il y a peut-être un point, alors ça c'est mon opinion personnelle, de ralentir un petit peu le processus pour se donner un petit peu plus de temps devant le vent là, qui se forme très nettement, c'est-à-dire un vent de vouloir créer des changements, de vouloir vraiment transformer l'économie pour réduire concrètement les émissions de gaz à effet de serre. Alors, outre la discrétion des sceptiques, le changement de ton au Canada, la contribution un peu ironique de la météo, vraiment le travail de communication nous apparaissait important. J'ai été vraiment frappé de voir beaucoup de gens surpris d'apprendre qu'un changement climatique à l'échelle planétaire de 2 degrés Celsius signifie un changement climatique de 4 degrés Celsius pour le sud du Québec et de beaucoup plus pour le nord. Alors, une bonne partie des gens étaient surpris d'apprendre ça. Alors, ils avaient comme fait l'équation assez simple de dire que 2 degrés à l'échelle planétaire égale 2 degrés partout uniformément sur la planète. Et donc, on comprend qu'il y a certaines régions qui sont beaucoup plus durement affectées, et notamment le Canada, là, qui est un pays qui voit déjà des changements climatiques de l'ordre à 2 à 3 fois supérieurs à d'autres régions du monde. Donc, en gros, avant la COP, communication de la science, communication des enjeux, dans une dynamique extrêmement constructive que, personnellement, je n'avais pas vraiment vue depuis un bon bout de temps. Ensuite, pendant la COP, alors en soi, comme vous le savez, la COP n'est pas une conférence scientifique. D'ailleurs, je ne sais pas combien de personnes sont déjà allées dans une COP ici. Je ne sais pas si vous pouvez lever votre main. Alors, il y a peu de gens donc, qui sont allés à une COP. Juste pour vous partager l'expérience, c'est un événement vraiment
unique. Alors, la première semaine qu'on y va, je pense qu'on comprend absolument rien de ce qui se passe, tellement qu'il y a de choses qui se passent au niveau des gouvernements, de la sécurité civile, des organisations civiles, au niveau des pays, des régions, etc. On croise M. Schwarzenegger, M. Couillard après, Al Gore. C'est vraiment une conférence assez exceptionnelle et souvent un peu mêlante pour un scientifique, mais certainement fantastique pour des gens en sciences politiques. C'est certainement un événement rêvé auquel assister. Ceci étant dit, il y avait effectivement des sessions parallèles avec des activités, avec beaucoup d'activités scientifiques, surtout l'arrimage entre la science et la prise de décision. Et c'est peut-être pour ce volet-là le point que je veux particulièrement signaler ici et donner un commentaire par rapport à l'accord de Paris. Alors, d'un côté, je pense que l'accord de Paris a effectivement réussi à garder les voies plus ambitieuse à tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contrôler le changement climatique à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Mais ceci étant dit, dans les sessions parallèles où il y avait beaucoup de scientifiques, même du GIEC, qui parlaient de la science et de l'arrimage avec les politiques publiques, on ne pouvait pas s'empêcher d'être frappé par le fait que c'est bien d'avoir cette volonté de maintenir le changement climatique à 1,5 degrés Celsius, mais le type de langage sur les moyens pour tenter d'atteindre ces objectifs extrêmement ambitieux-là, même les calendriers, puis on a vu certains calendriers qui étaient illustrés ici, qui se présentaient en bloc de 5 ans ou de 10 ans, ne sont pas vraiment en ligne avec la réussite pour tenter de contrôler le climat à un changement de 1,5 degrés Celsius ou pas. Et donc, il y avait carrément là, certains scientifiques qui étaient en total désaccord avec le contenu de l'entente en disant qu'il y avait vraiment beaucoup plus de travail à faire, beaucoup plus rapidement. Il faut bien comprendre que si on va atteindre 1,5 degrés Celsius, le virage au niveau des émissions de gaz à effet de serre doit essentiellement se faire au cours des 20 à 25 prochaines années. Donc, chaque année est comptée. Et donc, il y a plusieurs voix là, qui se sont élevées là-dessus. Alors ça, c'est peut-être mon seul commentaire. Et peut-être un autre commentaire, c'est que j'ai quand même appris, puis je ne dirai pas de nom, mais j'ai quand même appris que plusieurs délégations nationales n'avaient vraiment pas beaucoup de scientifiques dans leur équipe de négociation. Alors, est-ce que c'était parce que les équipes de négociation avaient pleinement intégré la science au départ pour pouvoir aller négocier, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une certaine déconnexion? Alors, je ne répondrai pas à la question, mais je vous invite à y réfléchir. Alors, après COP, clairement, en fait, même il y a des gens dans mon organisation qui me disaient qu'ils avaient fait presque une overdose de changement climatique au cours de 2015. Et je pense qu'effectivement, même nous, si on regarde le nombre de demandes médias qu'il y a eu en lien avec les changements climatiques, la chute a été quand même assez brutale. Donc, on a beaucoup parlé de ça. Et même peut-être avec un certain danger que les gens ont l'impression qu'il y a une partie du travail qui a été accomplie grâce à l'accord de Paris, alors que dans les faits, comme on l'a dit précédemment, c'est presque un nouveau départ et il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, en fait, je pensais, en m'en venant ce matin, de l'analogie à utiliser pour tenter de décrire la situation. Je pense qu'on a comme le croquis d'une maison devant nous. Alors, on s'entend que ce n'est même pas tout à fait le plan final, mais il y a un croquis d'une maison qui est devant nous. Tous les pays, tous les acteurs sont autour du croquis. Il n'y a pas personne qui a quitté encore. Il y a peut-être même personne qui ose quitter, qui ne veut pas tomber dans le clan des méchants, là, dans le clan des forces noires. Et donc, tout le monde continue à rester ensemble autour du croquis. Il y a même certaines parties de la maison qui sont un petit peu développées. On sait que l'Europe fait mieux en matière de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Même le Québec a réussi à avoir des émissions de gaz à effet de serre diminuées par rapport à 1990. Et donc, grâce, je pense, à l'accord de Paris, on a réussi à créer cette situation-là. Et dans une ambiance quand même assez positive et dans une ambiance, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux sceptiques, où le vent du changement semble vraiment de plus en plus prendre et les gens veulent rester autour du croquis. Ils ont décidé de construire une maison et donc de procéder, d'aller à l'avant. Mais là, encore une fois, comme je le disais, puis ça va être un défi pour les prochaines années, il y a toujours ces forces assez sceptiques-là qui changent peut-être un petit peu de stratégie pour ralentir la construction de la maison et peut-être donner davantage de temps. Alors, en conclusion, juste pour dire que
cet événement en soi, bien, premièrement, peut-être dire le travail, je pense, admirable qui a été fait par la France, hein, parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'événement qu'il faut retenir, mais moi, je pense que c'est probablement l'année ou même les 2 ans auparavant qui sont à retenir et qui ont permis la réalisation de ce succès-là. Succès d'ailleurs qui... je veux dire, on peut essayer d'imaginer dans quelle situation on serait aujourd'hui si Copenhague se serait reproduit à Paris. Ça serait vraiment une situation vraiment extrêmement problématique. Et donc, dans ce contexte-là, c'est assez clair que l'accord de Paris est quelque chose de très positif. Merci. Je vais me situer un peu sur le même terrain qu'Alain en évoquant un certain nombre d'impressions que l'on ressent lorsqu'on a le privilège de vivre une conférence comme celle-là. J'ai participé, j'ai suivi la 2e semaine conférence, qui était donc la plus touchy, si vous voulez. Et puis, c'est vrai qu'on participe à une ambiance tout à fait spéciale, à la fois par des points sur lesquels je vais revenir, cette interaction entre la partie négociation proprement dite et puis tous les événements en parallèle, avec aussi les émotions liées à certains événements particuliers, avec une sorte de tension aussi qui est alimentée par la progression des négociations. Et c'était notamment lorsqu'on suivait, on s'est retrouvé souvent à ce point de presse avec Alain, le point de presse de la délégation canadienne, donc qui était censé être présenté par la ministre McKenna, mais qui le plus souvent a été présenté par la négociatrice en chef, et qui, au fil des jours, faisait état d'un certain nombre de progrès, et puis ensuite évoquait éventuellement certaines tensions, certaines difficultés. Et puis il y a eu effectivement ces derniers jours avec des plénières qui étaient, parce que c'est quand même un privilège de pouvoir assister à ces plénières, et de voir que certaines étaient reportées dans le temps jusqu'au tout dernier jour, où on a l'impression qu'il se passait quelque chose, notamment lorsque la présidence de la conférence s'est retirée pendant plus de 2 heures, alors que toutes les négociations, les équipes étaient là. Enfin, donc c'est une ambiance. Alors, c'est vrai que c'est relativement unique, mais de toute façon, je pense que c'est un événement qui n'a laissé personne indifférent, y compris quand on se promenait dans les rues de Paris ou qu'on prenait le métro, et que effectivement beaucoup de références étaient faites à cette conférence, à cette COP21, à la fois sur un mode très participatif, très, très approbateur, et puis sur un mode un peu plus critique, notamment dans les derniers jours, quand il y a eu quelques manifestations pour essayer de jouer sur les dernières heures de cette négociation. Ces impressions, je les fais aussi. Je reprends un certain nombre pour ceux qui ont peut-être suivi un peu le fil des chroniques que mes collègues et moi de l'Institut avons été amenés à mettre sur le site de l'Institut. Donc, je reprendrai un certain nombre de ces impressions. À la fois, et bien surtout aussi, parce que j'avais eu la chance de pouvoir participer à la conférence de Montréal, à la COP 11. Donc, ça me permettait, avec 10 ans de décalage, de voir un peu ce qui avait changé, et ce qui était un signe d'un progrès éventuellement. Alors, je rappelle qu'à la conférence de Montréal, à la COP21, qui était présidée par le ministre de l'Environnement, Stéphane Dion, cette conférence s'était terminée par une ovation debout à l'égard de M. Dion. Et lorsque je suivais l'ovation qui a salué la présidence française lors de la dernière séance, de la dernière plénière, je me disais, j'espère que les lendemains seront différents. Alors, parmi les différences, je noterai des absences de 2005 qui sont devenues des présences un peu plus significatives en 2015. Je mentionnais simplement 3. Le gouvernement fédéral américain. Je me souviens qu'en 2005, lors de ces nombreux événements déjà parallèles qui se tenaient, le gouverneur de Californie avait tenu un side event
au cours duquel il enjoignait l'ensemble des participants, et notamment des pays négociateurs, de continuer à progresser et de faire pression sur le gouvernement fédéral. On était encore évidemment dans la dynamique du protocole de Kyoto, et pour lui, il n'y avait aucun doute, ces pressions, ainsi que les pressions internes, allaient nécessairement amener le gouvernement américain à ratifier le protocole de Kyoto. Vous savez ce qu'il en est advenu. Autre présence beaucoup plus manifeste aussi en 2015, qui était beaucoup plus discrète en 2005, c'est la Chine. Et lorsqu'on voyait l'ensemble des événements qui se tenaient au pavillon de la Chine, on se disait un certain nombre de choses ont changé aussi. Et Alain faisait allusion à des événements qui ont aidé, et je reviendrai aussi là-dessus. Le climat, il n'y a pas de doute, à la fois par rapport à 2005, mais aussi par rapport à Copenhague. Mais ce que vit la Chine en termes d'accumulation de catastrophes écologiques ou environnementales, incontestablement, contribue aussi à amener ce pays à avoir des positions, disons, relativement plus ouvertes. Et puis aussi, un autre absent de 2005 qui était très présent en 2015, à la fois à travers ses participations aux différents types de coalitions, mais aussi par les événements qui étaient tenus dans le stand du pavillon, c'était l'Afrique. Et ça, je pense que c'est très important. Et ça sera peut-être encore plus, j'y reviendrai en conclusion, l'an prochain à Marrakech, puisque effectivement, c'est une COP, la COP 22, se tiendra sur le sol africain. Aussi, au passage, cette participation, cette ambiance, c'est aussi le fait de noter qu'un certain nombre de mots deviennent des buzzwords qui sont utilisés dans des fréquences qui sont assez surprenantes. J'avais mentionné d'ailleurs le terme de résilience qu'on a utilisé à tour de bras pour décrire ce que devait être la stratégie des pays en termes d'adaptation. Mais j'en mentionnerai un qui est plus particulier à mon domaine, c'est l'agriculture climato-intelligente. Je l'évoquerai peut-être un peu parce que c'était l'agriculture qui est une absente de l'accord final, est quand même très présente dans l'accord Lima-Paris à travers toute une série d'initiatives. On a parlé aussi de capitalisme climato-intelligent. Et donc là, pour le moment, ça me laisse un peu sceptique parce qu'effectivement, est-ce que le capitalisme est compatible avec l'intelligence climatique? La question mérite d'être soulevée et de faire l'objet de recherche, à mon avis. Alors, quelques mots, je ne vais pas m'étendre sur l'accord de Paris lui-même, sauf pour reprendre plusieurs types de qualifications. Évidemment, le président de la conférence, M. Fabius, parlait d'accord historique. Je pense que c'est un peu tôt de parler d'accord historique. Ce seront les années prochaines qui vont permettre de confirmer qu'il s'agit bien d'un accord historique. Je dirais qu'en deuxième lieu, on a évoqué le fait que c'était le meilleur accord possible dans le contexte actuel. Alain soulignait effectivement l'aide peut-être que le climat a apporté, le climat de 2015 a apporté. C'est incontestable qu'un des facteurs qui a constitué une pression supplémentaire, et je le reviendrai aussi à travers le rôle des institutions infranationales, infra-étatiques, c'est que, alors qu'en 2005, la perspective, le changement climatique restait une perspective essentiellement. Et même en 2009, à Copenhague, depuis, beaucoup d'entités, beaucoup de villes, beaucoup de régions sont aux prises avec des situations d'extrême climatique qui ne sont pas forcément toutes à raccorder, associées au changement climatique, mais qui sont associées dans l'esprit. Et donc ça crée effectivement une dimension tout à fait différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Mais à l'inverse, on pourrait dire qu'il y avait des facteurs qui n'étaient pas a priori favorables à la conclusion d'un accord qui sera ambitieux. C'est la situation de l'énergie. Avec un pétrole à $30, c'est difficile
de convaincre les gens, ou les entités ou les responsables de consacrer énormément de ressources à des énergies alternatives. Et puis, c'est la situation de l'économie qui est particulièrement morose. On sait qu'en situation de crise économique ou de contexte économique différent, on a tendance à reporter les engagements environnementaux ou climatiques. Mais c'est le meilleur accord possible, probablement, aussi compte tenu de ce que c'est que la gouvernance actuelle de ces négociations. C'est-à-dire, négocier à 195 pays, ça devient quelque chose, quasiment un défi impossible. Et puis, certains ont parlé de fraude. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est notamment Peter Hansen, qui est un des chercheurs de la NASA, qui a le premier associé les changements climatiques à une influence anthropogénique, et qui a qualifié cet accord de fraude. Et ma réaction, c'était de dire, si ça avait été un rapport scientifique, c'était effectivement une fraude. Annoncer d'un côté une limitation de la température à 1,5 degré, et d'autre part enregistrer le fait que les engagements actuels des États permettent au mieux d'envisager un changement de 3 degrés, sinon plus, on pourrait dire dans un rapport, c'est une fraude. Dans un accord international, non, ça crée une tension, à mon avis, justement sur laquelle on va peut-être pouvoir fonder un progrès possible. Alors, très rapidement, quelques points qui n'ont pas été mentionnés dans cet accord. Il y en a nombreux. Moi, j'en mentionnerai juste 2 au passage. Le statut du commerce international, qui est un élément essentiel. D'abord, effectivement, alors qu'on a une organisation mondiale du commerce, on est loin d'avoir une agence mondiale de l'environnement ou du climat. Et jusqu'à quand les initiatives commerciales prévaudront-elles sur tous les autres efforts? Et puis je mentionne aussi l'agriculture, on mentionne la foresterie dans l'accord, on mentionne on mentionne la sécurité alimentaire, mais on ne mentionne pas du tout l'agriculture comme telle. Alors, j'y reviendrai là-dessus parce pourtant, il y a des différentes dimensions qui sont très importantes. Puis, des questions en suspens. On a évoqué la transparence en parlant de l'accord. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été portées sur la transparence par un certain nombre d'ONG qui étaient présentes en disant mais finalement, cet exercice n'est pas tellement transparent parce que les associations, les ONG, n'ont pas accès directement aux chambres de discussion. Elles ont accès simplement aux séances plénières. Pour ma part, j'ai tendance à dire qu'il ne peut pas y avoir de négociations sérieuses en complète transparence. Je serais relativement réservé là-dessus. La gouvernance, c'est vrai que se trouve soulevée toujours cette possibilité de poursuivre dans ce cadre actuel, sous la forme actuelle des négociations et de les faire progresser à cette échelle ou dans ce contexte d'une conférence de 190 ou 195 pays devant aboutir à un accord unanime. Il y a la question de la co-construction des politiques climatiques entre les États et les institutions infranationales. Ça a été beaucoup débattu, c'est la reconnaissance du climat comme bien commun mondial. Et si on admet la reconnaissance, on a dans l'accord la mention que le climat est un bien que se partagent l'ensemble des pays, mais on n'a pas la référence à un bien commun. Et s'il y avait une référence à un bien commun, bien évidemment, très rapidement se trouve posée la question de la responsabilité des États à l'égard de ce bien commun que constituerait le climat. Il y a eu beaucoup de discussions sur la question des 100 milliards, c'est les engagements à prendre par essentiellement les pays développés. Il y a aussi la question d'une alternative à cette contribution, c'est le fait de pouvoir prélever un impôt climatique qui nécessairement aurait tendance à se porter sur les énergies fossiles. Je reviens 1 minute sur l'agriculture. Elle n'a pas été mentionnée, pourtant elle est un enjeu. On a mentionné la sécurité alimentaire. Ça veut dire que pour un certain nombre de continents, il va falloir assurer une progression de l'agriculture
Or, progression de l'agriculture, ça veut dire, pour une part, une intensification de cette production agricole. Or, l'agriculture est elle-même émettrice de gaz à effet de serre. Et donc, intensifier cette production, c'est aussi envisager d'une augmentation de cette émission. Et d'autre part, à l'inverse, l'agriculture peut être, ou les sols agricoles peuvent être d'importants puits de carbone, à tel point qu'en 2005, lorsque le Canada devait définir quel allait être son périmètre de définition de stockage de carbone, on avait pensé naturellement aux forêts, cette ressource qui semblait illimitée au Canada, mais en 2005, on était déjà dans une situation où on avait beaucoup de préoccupations sur l'avenir de ces ressources forestières, et notamment sur le fait qu'un certain nombre de massifs forestiers étaient déjà atteints par la maladie, et donc allaient entraîner un dépérissement qui allait générer plus d'émissions de carbone que de stockage. Et on avait déjà envisagé de considérer l'agriculture comme la réserve, le puits de carbone, puisque augmenter la matière organique dans le sol, c'est fixer du carbone. Et on a une pratique dans ce domaine, notamment dans les prairies, depuis les années 40. En terminant, quelques questions à la recherche. J'en livre comme ça, puisque j'étais un universitaire jusqu'à il n'y a pas si longtemps. En matière, Alain ne me contredira pas en disant qu'il y a toujours des efforts à faire en matière de modélisation climatique, y compris en matière de comptabilisation des émissions, alors notamment toute la question du carbone gris, c'est-à-dire en fait quand un pays annonce une évolution de son émission par personne, est-ce qu'il prend par exemple en considération les produits importés ou pas? Est-ce que le commerce de produits doit être porté au crédit ou au débit de celui qui exporte ou de celui qui importe? Et c'est tout un enjeu évidemment de négociation, mais c'est aussi au préalable tout un enjeu de calcul. C'est vrai encore pour la comptabilisation des prix, des puits. Je mentionne rapidement toute la recherche sur les impacts sectoriels. À Ouranos, il y a de plus en plus de projets qui sont menés là-dessus sur l'impact sur tel ou tel secteur de l'économie. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur la question de l'agriculture dans le cadre de projets Ouranos. La gouvernance climatique, c'est évidemment tout un enjeu qui pose aussi des questions en sciences politiques, en droit. Alors, on mentionnera simplement le développement durable. Bon, l'économie, les rapports entre l'économie et le risque climatique. À Davos, on mentionne que le plus gros risque dès 2016 pour les entreprises, c'est le risque climatique. On voit aussi que les lignes ont bougé. Et donc, tous les comportements de la société face au changement climatique, comment, en fait, les sociétés vont vivre ce traumatisme. Je pense que c'est un enjeu important aussi pour la recherche. Donc, en conclusion, je pourrais dire aussi qu'on assistait à Paris à une dynamique qu'a déjà évoquée Alain, mais qui montre qu'il y a des tas de choses sont en train de bouger, notamment au niveau infra-étatique, et ils ne pourront que faire pression sur l'évolution des négociations, elles, entre États. On a mentionné plusieurs éléments, notamment à travers le plan d'action Lima-Paris, mais l'initiative Under Two MOU, c'est-à-dire qui est partie de l'initiative de la Californie et du Bade-Württemberg en Allemagne, qui se propose de prendre les moyens pour limiter les émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes par personne, et donc de créer une coopération entre toutes les régions, les États ou les entités qui voudraient s'associer à cette démarche-là. Et à Paris même, il y avait 43 nouvelles entités qui adhéraient à cette initiative, et le calcul qui avait été fait, qui évidemment se montre très positif, c'est que ça concernait 700 millions de personnes, 1/10 de la population mondiale, et 1/4 du PIB mondial, donc ce qui n'était pas négligeable. On a parlé de l'initiative 1000 maires pour le climat, qui peut être juste un effet de spectacle, mais aussi c'est une autre illustration. Je voulais aussi mentionner, au moins dans le monde des affaires, la coalition Women Business,
j'avais suivi le point de presse qu'il donnait à Paris et on a l'impression que, évidemment, il y avait, c'est un regroupement de quelques centaines d'entreprises, dont certaines très grosses, pas beaucoup d'énergétiques là-dedans, on va comprendre, effectivement, mais qui attendaient et qui se sont félicités de l'accord de Paris en disant on veut une entente sur le long terme d'un côté et on veut un prix du carbone qui soit fixé à une échelle assez large. C'est-à-dire, en fait, un segment de l'économie qui veut qu'on précise sous quels paramètres ils vont pouvoir développer leurs affaires. Et je pense que ça, c'est important aussi d'avoir ça à l'esprit. Bon, on a évidemment les fonds d'Ivest Invest qui encouragent les investissements dans les secteurs ou les entreprises les plus correctes du point de vue climatique. Et en conclusion, donc, je dirais, de Paris à Marrakech, l'enjeu, évidemment, c'est de renforcer cet accord. C'est la place de l'Afrique dans ces négociations, éventuellement avec la reconfiguration d'un certain nombre de groupes, parce que quand vous avez des acteurs importants qui s'appellent G77 plus la Chine, vous voyez qu'on marie quelquefois la carpe et le lapin. Et puis c'est la question du financement de l'ensemble de cette transition. Merci beaucoup.